Bonjour à vous. Aujourd'hui, on est samedi. Un autre samedi à Ottawa et à Québec. Une autre journée dans notre vie. Une journée de plus depuis le début de cette annonce de pandémie. Une journée dans laquelle vous vivez. Peut-être quelque chose de particulier, peut-être quelque chose de banal. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tout le monde. Tout le monde qui m'écoute et qui ont peut-être des points de vue différents sur la situation. Puis les points de vue ne sont pas importants, autant que ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire qu'on pourrait raconter deux versions, plusieurs versions de ce qui se passe en ce moment. Chaque version serait légitime parce qu'elle repose sur des informations que vous recevez. Puisqu'on peut se rendre compte à travers ce qu'on vit, tous ensemble, même si on a le sentiment d'être divisé, même si on s'aime, on se déteste, on aimerait se rapprocher, ou au contraire, on n'est plus capable d'être en contact avec les uns et les autres. On aimerait se retrouver dans le fin fond du bois, ou encore on est en plein dans l'action. Mais ce qui se passe en réalité, c'est souvent pas ce qu'on pense. C'est souvent pas la perception qu'on en a. Depuis le début de cette annonce de pandémie, j'essaye de vous aider. J'essaye de nous aider, un peu comme si on s'accompagnait à travers cette transformation qu'on vit, qui est à la fois personnelle et sociale. Et bien humblement, c'est-à-dire à partir de ma réflexion, de ma compréhension, de ma perception à moi aussi de ce qui se passe, puis en étant, comme certains d'entre vous aussi, un peu plus ouvertes ou encore très connectées avec ce qu'on peut voir à travers nos sens, mais aussi ce qu'on ne peut pas voir, percevoir à travers nos sens, mais ce qui semble se passer sur un plan immatériel ou invisible. Dans notre vie quotidienne, il y en a qui diraient dans notre vie terrestre, il y a des souffrances. Il y a des personnes âgées qui sont laissées seules parce que il y a une interdiction de contact selon les lois, des lois écrites par des hommes, décidées par des politiciens. Il y a des enfants qui, au Québec, au Canada, dans certains pays, mais pas dans tous, il y a des enfants qui portent des masques à l'école. À qui on exige de respecter certaines règles qui sont nouvelles. Nouvelles, c'est-à-dire depuis un certain temps, qui n'existaient pas avant cette annonce de pandémie. Il y a des commerçants qui ont aussi des règles à respecter en termes de nombre de clients, d'ouverture ou pas à des gens qui ont ou pas une vaccination. Il y a donc notre quotidien qui a été transformé à partir de cette annonce de pandémie. Ça, c'est ce qui se passe dans notre quotidien sur un premier plan, je dirais. C'est un peu comme si on avait une forêt devant nous, puis on peut porter notre regard sur ce qui se passe juste devant notre nez, là, comme s'il y avait un arbre devant notre nez.
Ou encore, on peut prendre du recul puis voir avec une vue plus d'ensemble ce qui se passe sur un plan plus large dans lequel tout le monde est compris. Pas seulement les gens qui sont tout près de nous, pas seulement notre famille, nos enfants, nos amis, nos clients, nos employés, mais tout le monde ensemble. Et sans prétention, je vais vous partager ma réflexion à ce sujet-là. À partir d'informations qui circulent, dont tout le monde a accès. On a accès à quoi en ce moment? Une tonne d'informations qui viennent de journaux, de la télévision, des médias sociaux, de l'Internet. Mais il y a surtout ce qui se passe devant nos yeux, en dehors de ces médias-là. Ce qui se passe autour de nous. Les contacts que vous avez avec autrui. Dans la mesure où vous êtes vraiment connecté à eux, ou peut-être qu'il y a un mur entre vous et l'autre. Un mur qui contient toutes ces informations-là et qui vous empêche d'être en vrai contact avec l'autre. Alors à Ottawa et dans certaines villes principales de pays, il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rassemblent et qui veulent retrouver leurs droits, leur liberté. Puis on raconte toutes sortes de choses sur ces gens-là, dans les journaux par exemple, ou dans les médias sociaux. Mais ceux qui se présentent à Ottawa ou à Québec, ce qu'ils vivent comme expérience, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent de ce qui est raconté dans les journaux, mais c'est très particulier. Il y a là une énergie de bienveillance, d'amour. Une énergie qui nous amène à peut-être nous élever un peu de cette réalité du quotidien ou encore nous éloigner un peu de l'arbre qui est devant nous. Et malheureusement, il y a aussi des ordres, des gens en uniforme qui répondent à ces ordres et qui peuvent avoir créé le chaos. Un chaos dans un plus grand chaos qui a lieu sur Terre en ce moment. Les uniformes, c'est une chose à laquelle j'ai réfléchi cette semaine. Réalisez-vous qu'on accorde à un uniforme une valeur qui est au-delà de l'humain qui est dans l'uniforme. Avez-vous réalisé ça? Que le policier, c'est un humain qui porte un uniforme et cet uniforme-là peut faire peur. Un bouclier, un masque, une arme peut faire peur. Et on peut s'en servir aussi pour se protéger ou pour attaquer d'autres personnes qui nous font peur. Ou encore des personnes qu'on a étiquetées avec des mots, des gros mots qui font peur. Cet uniforme que va porter le policier, mais aussi le médecin, ou encore le politicien avec son veston, sa cravate. Les uniformes qu'on porte, ils font partie d'une société qu'on a construite et dans laquelle on a attribué des valeurs à ces uniformes. Alors imaginez que toutes ces personnes en uniforme, lorsqu'elles n'ont pas cet habit, ce sont des humains comme nous. Et on doit réfléchir à comment s'extirper soi-même qui portons un uniforme et les autres qui sont face à ces gens-là en uniforme, s'extirper de cette valeur qu'on a attribuée pour retrouver un semblant de bon sens qu'on a perdu de vue.
une humanité de laquelle on s'est éloigné, en rentrant dans une grande histoire qu'on nous a racontée au sujet de cette société. J'ai aussi été frappée ces semaines-ci par une vision, pas une vision imaginaire, mais bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en Suède, je suis une Québécoise qui vit en Suède. Et j'ai eu l'occasion d'aller visiter une usine. En fait, c'est un musée qui porte sur une usine. Et il y avait des photos d'autrefois. Et là, je voyais des centaines de personnes rassemblées qui étaient des travailleurs de cette usine-là. Ça m'a frappée de faire un lien entre ces centaines, ces milliers de personnes qui travaillaient dans cette usine et le bétail qu'on met dans les grandes étables. J'ai vu une autre photo de ces mêmes personnes qui protestaient dans les rues en disant « On veut du travail, mais on veut aussi du temps libre. » Je ne peux pas m'empêcher de prendre du recul puis de comprendre que dans cette société qu'on a construite, l'humain, vous, moi, les autres, tout le monde a pu être traité comme du bétail. C'est-à-dire passer une bonne partie de notre vie à travailler pour autre chose que notre survie. Puis je vous dis ça parce que j'ai aussi, comme vous, j'ai aussi pu écouter d'autres personnes qui font partie d'un grand mouvement qui sort un peu du narratif habituel qu'on entend justement dans les journaux et qui tente de comprendre ou d'expliquer la société dans laquelle on vit. Puis je pense à un homme qui est un Canadien, qui est un médecin, Daniel Lagasse, Lagasse. C'est un anglophone qui est un Asiatique qui vit au Canada et qui parle de il a appelé ça l'esclavage lié à la taxation. C'est particulier de réaliser que, bon, puis il y a une autre personne en passant qui racontait, c'est vraiment intéressant. C'est un invité dans une poursuite judiciaire mondiale qui est menée par des avocats, des juges, un jury. C'est comme une juridiction, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est la justice populaire qui a été mise en place pour nous informer. Alors, c'est Rainer Fulmich qui est à la tête de ce grand groupe de personnes qui participent à essayer de comprendre justement ce qui se passe. Et il y a des témoignages. Puis il y avait un témoignage d'Alex Thompson, qui est une personne très érudite dans le domaine de la finance. Puis il nous parlait de la City of London et comment, dans les années 1870, ça s'est établi. Et même bien avant, je crois que c'est en 1694, le système de la dette qui a été mis en place, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui ont commencé à passer de l'argent à des gens et en échange des intérêts. Et tout ce système-là s'est développé pour faire en sorte que maintenant, il y a une partie du travail qu'on fait qui sert à remettre une dette à des individus. Non pas à des banques qui appartiennent à des pays, mais à des individus qui sont devenus très riches, évidemment. Et lorsqu'on comprend ça, c'est-à-dire qu'on comprend que, par exemple, des individus ont le pouvoir qu'on leur a donné à partir d'une entente qu'il y a eu un jour entre des pays et ces individus-là, ont eu le pouvoir de fabriquer de l'argent, de la passer à monsieur, madame, tout le monde, à des pays, à des compagnies, en échange d'une dette. Quand on comprend ça, il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau qui fait qu'on ne voit plus les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'il devient illogique, ou du moins particulier, très étrange, qu'une partie de notre travail serve à remettre des intérêts sur de l'argent
qui n'existe pas, qui est fabriqué. Pour moi, bien humblement, c'était un insight important dans toute cette crise qui m'a ouvert les yeux et qui s'est greffé à toutes l'étrangeté que je vivais comme une personne qui a une formation en psychologie et qui voyait des choses très, très particulières, très étranges pour moi dans mon domaine, comme d'imposer le masque à des enfants. Ce masque qui allait avoir des effets tellement importants sur tous les plans, là, sur le plan psychologique évidemment, sur le plan cognitif, le plan de l'apprentissage, la socialisation. C'était tellement important, tellement évident que je me suis mise à me poser des questions. Un peu comme le confinement ou la distanciation sociale, quand j'ai commencé à réaliser qu'il n'y avait pas de recherche faite sur ces deux stratégies qu'on imposait mondialement, pour moi, ça n'avait pas de sens. Pour qu'on impose ça à l'ensemble des pays, il fallait minimalement qu'on ait fait un peu de recherche là-dessus. Je ne vais pas revenir sur toutes ces choses-là qui font partie de notre quotidien maintenant et dont on parle abondamment. Mon intention, c'est de nous aider à prendre du recul pour réaliser que la crise qu'on vit actuellement et qui nous divise sur la base de nos perceptions, quand on s'en éloigne un peu, on réalise qu'on est tous des humains qui subissons la même situation qui émane d'une histoire, une histoire qui a permis de construire cette société dans laquelle on est devenu quoi? C'est à se poser des questions. Qu'est-on devenu? Est-ce que votre vie vous rend heureux? Est-ce que votre vie est faite de sacrifices que vous avez passés ou que vous avez pris pour des devoirs? J'ai le devoir de faire ça. J'ai le devoir de respecter toutes ces lois que des politiciens mettent en place. J'ai le devoir de me soumettre à une autorité qui est en uniforme. Puis c'est être un bon citoyen. Et je me suis rendu compte, à force de voir ce qui se passait, par exemple, dans les rues d'Ottawa, que le terme « bon citoyen » avait été confondu au terme « bonne personne ». Et dans la mesure où c'est plus acceptable maintenant d'être simplement une bonne personne qui utilise son bon sens, son cœur, pour dire, ben, c'est pas normal d'imposer des masques aux enfants, puis on veut que ça cesse. C'est pas normal d'empêcher un commerçant de l'empêcher de gagner sa vie. Et que cette décision-là, cette loi-là ou ce décret-là fait en sorte que, parce qu'il ne peut plus le faire, il arrive à la conclusion que ça ne vaut plus la peine de vivre. Tout ça va trop loin. Parce qu'on a confondu être un bon citoyen et à être une bonne personne. Et ça m'amène à vous partager qu'à mon avis, on a tous une démarche personnelle à faire pour s'accepter comme on est en tant que bonne personne. Puis, trouver la paix à l'intérieur de nous quand on se sent un pas bon citoyen. Quand on commence à avoir des doutes, quand on commence à se poser des questions. C'est très délicat ce passage entre obéir aux lois, croire que si ce n'était pas dans notre intérêt que des politiciens font ça, ben on le saurait. Quand on croit à ça ou que, évidemment, que les journaux en parleraient si tout ça n'avait pas de bon sens. C'est très difficile de passer de cet état-là où on maintient cette croyance parce que c'est quasiment une question de survie.
Parce que le grand chaos qu'on vit socialement, on va le vivre à l'intérieur de nous aussi. Parce que ça ébranle nos convictions, ça ébranle les postulats. Le postulat, c'est une idée qu'on ne remet pas en question. Parce que socialement, ben, tout le monde s'entend pour dire que c'est ça. C'est ça, on n'a pas le choix. Alors, c'est très difficile de sortir de cet état-là, puis d'être en transition vers un questionnement personnel. Qu'est-ce qui a du bon sens? Et la bonne nouvelle dont je parle depuis le début, que je vois en tout cas depuis le début, et que plusieurs d'entre vous, vous voyez, c'est que toutes ces personnes qui ont réussi à faire cette transition-là, à un moment donné, arrivent à un point où ils sont pleins d'amour et de bienveillance. Et ce qu'ils font, c'est souvent pas pour eux-mêmes, mais pour les autres qui souffrent, avec ce grand altruisme qui nous définit comme êtres humains. On est tous altruistes. C'est une société qui peut nous éloigner de cet altruisme-là. Par exemple, quand la base, c'est la compétition. La base ou l'enjeu principal, c'est d'en avoir plus, plus, plus. C'est ça qui nous éloigne de ce qui est naturel en nous, qui est d'aider notre prochain qui souffre. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Comment on s'en sort? Comment on sort de ça? En ce moment, il y a un groupe de personnes qui est grandissant et qui demande à l'autorité politique de changer les lois, les décrets et de revenir à quelque chose qui est plus connecté à la réalité d'un Omicron, par exemple, qui n'est pas dangereux, et aussi de suivre les autres pays du monde qui laissent tomber leurs mesures. Deux choses par rapport à ça. Demander à un gouvernement de laisser tomber des lois qui font du tort en ce moment à la population, c'est un peu comme une femme ou un homme ou une famille ou un enfant qui demande à un parent maltraitant d'arrêter de le maltraiter. Alors imaginez que ce parent maintenant, il a été lui-même maltraité, ou encore que ce parent-là, il est... Comment je vous expliquerais ça? Un parent habituellement aime son enfant. Et il va être torturé intérieurement lorsqu'il maltraite son enfant parce qu'il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. Mais il ne peut pas s'empêcher de le faire parce que probablement lui a été aussi maltraité. Pour une raison ou pour une autre, ça se passe comme ça. Mais dans le cas qui nous concerne, les politiciens ne sont pas nos parents. Mais c'est un peu comme si on se retrouvait dans une situation de maltraitance, puis on demandait à celui qui nous maltraite et qui nous considère comme du bétail, qui nous méprise jusqu'à un certain point parce que lui, il a, je vais dire ça comme ça, il fait partie d'un groupe qui voit les choses d'une autre manière. Alors, se retrouver dans cette position-là de demander à ces gens-là d'arrêter de nous maltraiter, ça mène à rien. Ces gens-là ne reviendront pas à la raison parce qu'ils ont une raison de faire ce qu'ils font. Puis si je vous dis ça, c'est parce que comme plusieurs d'entre nous, plusieurs spécialistes dans différents domaines, on a essayé de comprendre la situation, puis on s'est informé. Puis on a découvert les enjeux politiques, économiques qu'il y avait à travers cette crise-là. Alors la seule manière de s'en sortir, c'est évidemment de... Imaginez une femme qui est maltraitée, ce qu'on va lui dire, c'est « sors, va-t'en ». Sortez de ce système. Alors, dans la situation qui nous concerne, je doute fort que le gouvernement réponde à cette demande. Ce que je vois, par contre, et c'est la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que mondialement, il y a des gouvernements qui laissent tomber certaines mesures, mais à l'intérieur d'un plan qui maintient la possibilité de revenir à une passe
et qui maintient l'objectif de vaccination. Et dans certains pays, mais vraiment pas dans tous, qui maintient aussi le port du masque. Et plusieurs d'entre nous, on sait que ces deux éléments-là, le port du masque, les 3 vaccinations puis la passe, c'est la fondation. C'est, je dirais, les préliminaires, on va dire ça comme ça, de ce qu'on appelle l'identité numérique, qui n'est rien de mystérieux puisqu'on en parle ouvertement au Canada. On en parle partout dans le monde, on en parle en Europe, ici aussi. Comment on s'en sort? D'abord, mon impression, c'est que ce qui se passe à Ottawa, ce qui se passe dans le monde, c'était un mal nécessaire pour qu'on ouvre les yeux, puis qu'on comprenne ce qui se passe d'une manière différente, en prenant du recul. C'est un peu ce qu'on doit faire en ce moment, c'est prendre du recul pour arrêter aussi d'être trop dans l'émotion, c'est-à-dire que les émotions sont naturelles. C'est légitime d'être en colère, d'être triste, tout ça est légitime. Mais c'est aussi voulu parce qu'on sait que dans l'histoire, il y a eu à des moments précis l'instauration de conflits entre des gens qui sont tous des humains, des frères et des sœurs qui se battent les uns contre les autres et qui, au bout du compte, réalisent, mais comme on était idiots de faire ça. Alors, on est là-dedans en ce moment en transition. Mais la chose qui est très belle, c'est que ça prend beaucoup d'efforts et d'énergie de la part des politiciens, des médias et là, de la force policière pour créer cette tension. Il reste que la plupart d'entre nous, on est pacifiques dans l'amour. Alors, prendre du recul puis voir ce plan. Comment s'en sortir? Donc, à mon avis, la seule façon, c'est retrouver cette paix, cette sérénité intérieure, puis être dans la gratitude que, avec les souffrances, viennent aussi cette conscience qu'on a. Ce qui va nous sortir de cette situation, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a des groupes qui se forment, des petites communautés qui se mettent en place et qui décident pour l'instant de vivre en parallèle de cette société qu'on a construite qui n'a plus de bon sens. Et c'est ces petites communautés qui sont gérables à petite échelle, à partir de l'entraide, la bienveillance, l'amour. Un peu comme l'école qu'on fait à la maison et ces groupes de parents qui se mettent ensemble, ces éducateurs qui offrent leurs services et qui permettent aux enfants de retrouver un milieu qui est sain pour eux à tous les niveaux. Un peu comme ces commerçants qui décident que pour gagner leur vie, il faut bien qu'ils trouvent une manière de s'organiser pour offrir leurs services aux gens qui méritent d'avoir ce service-là. Tout le monde, peu importe leur statut. Il y a des gens dans la communauté aussi qui commencent à échanger des services, à échanger des trucs sur le jardinage. On commence à penser à des banques locales aussi, pour se réapproprier d'un pouvoir qui est là. Il n'y a rien qui est possible sans les humains, sans la population. Et c'est pour ça que c'est touché et c'est chaotique ce qu'on vit en ce moment. Parce que c'est pas facile à la fois d'imposer des mesures qui sont encore plus de l'ordre de la surveillance, du contrôle avec l'identité numérique. Bon, si c'est quelque chose que vous connaissez pas beaucoup, vous pouvez vous informer, on en parle beaucoup. Alors, l'identité numérique, c'est d'avoir sur une carte ou éventuellement, il y a Klaus Schwab qui parlait de puces. De puces dans notre corps qui nous permettrait de ramasser toute l'information à notre sujet. Ce qui peut paraître très pratique pour les gens qui sont modernes, qui aiment la technologie, mais il faut savoir avoir les yeux ouverts, puis voir qu'en même temps, ça amène la possibilité d'un immense contrôle.
La politique, c'est quelque chose bon, que je déteste. Cette politique actuelle qui est pour moi un véritable scénario, quand je vois l'opposition, après des mois de silence, là, se lever, pour moi, ça fait partie du show, là. La politique est à reconstruire, tout comme l'éducation. La politique à reconstruire à partir non pas d'opposition, mais de complémentarité. C'est quoi cette idée-là d'avoir des partis en opposition alors que pour qu'un système fonctionne bien, il faut mettre ensemble nos compétences? Et une politique qui part des gens, de la population, de ce qui se passe sur le terrain. Je pense à l'éducation. J'ai eu la chance, bon, de commenter le convoi des toutous qui va avoir lieu à Québec, là, aujourd'hui même, samedi. Le système éducatif, il est fait un peu comme sous la forme d'une pyramide. C'est un peu comme ça partout, dans le fond, où il y a les enfants qui profitent du système. Mais au-dessus d'eux, il y a les éducateurs, puis au-dessus d'eux, il y a des cadres, puis au-dessus d'eux, il y a des grandes associations, puis au-dessus d'eux, il y a le gouvernement. Puis comprenez-vous que cette façon de pyramidale, cette façon de fonctionner fait en sorte que c'est possible maintenant qu'il y a des ordres donnés du haut. Et ces personnes-là vont transmettre ces ordres à des personnes qui sont en contact avec les gens, qui vont devoir s'exécuter. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Si la personne qui donnait les ordres était cette même personne qui était dans la classe avec les enfants, ça ne se passerait pas comme ça. Alors cette façon pyramidale de fonctionner, elle doit et elle va se détruire par elle-même. Parce qu'on est en train de détruire l'humain, qui est la base nécessaire à une société. Je ne veux pas vous parler trop longtemps. Vous avez encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réfléchir aussi sur vous-même. Où en êtes-vous rendu dans vos dilemmes intérieurs, dans ce que j'appelle une forme de résistance qu'on a tous à l'intérieur de nous à quitter cette idée du bon citoyen, de cette société de laquelle on est dépendant maintenant. On a créé une dépendance. L'industrie pharmaceutique a créé la dépendance à la médicalisation. On doit reconstruire, on a déjà parlé, une médecine basée sur la santé, comme une psychologie basée sur la santé, plutôt que sur la maladie, qui crée l'autonomie, qui se fie ou qui reconnaît la beauté du corps humain, la beauté de la psyché aussi, qui comprend mieux ça, qui permet à chaque individu de mieux comprendre ça, plutôt que d'être dépendant de spécialistes, de produits chimiques, de traitements. Je pense que ça fait le tour. Je termine souvent en vous disant merci beaucoup d'exister. Merci de nous accompagner, de m'accompagner. Merci d'être là. Merci de rester dans le pacifisme, l'amour. La violence, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans les guerres et les conflits antérieurs, comme des étincelles de drame. Et le défi, puis à la fois la belle chose qu'on voit advenir en ce moment, c'est justement tous ces êtres dont vous faites partie, probablement, qui restent pacifiques, qui restent dans l'amour, ces personnes qui tendent la main vers les autres et qui manifestent en même temps avec confiance le bon sens et qui sont là pour défendre ceux qui souffrent en ce moment. Alors merci, puis à bientôt.